Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SES sur le programme de terminale. Aujourd'hui on va étudier un chapitre de regard croisé, quelle action publique pour l'environnement. Donc c'est un chapitre qui va à la fois traiter d'économie, de sociologie et de sciences politiques. Donc dans un premier temps, on va étudier les différents acteurs pour l'environnement, ces acteurs qui vont entretenir des relations de coopération et de conflit à différentes échelles. Alors, tout d'abord, les questions liées à l'environnement sont vraiment devenues un enjeu discuté dans l'espace public, ce qu'on appelle un problème public, souvent suite à un événement précis comme une catastrophe naturelle par exemple. Et donc la construction d'un problème public, elle suppose que la question environnementale est mise en avant tout d'abord en la qualifiant. C'est ce qu'on va dire le naming, comment on va percevoir cette question. Puis on va rechercher les causes, ce qu'on appelle le blaming, on va désigner des responsables. Et enfin, une fois qu'on a trouvé les responsables, on va revendiquer, donc le claiming, des actions de la part des pouvoirs publics. Donc la mise à l'agenda politique, c'est vraiment quand les pouvoirs publics, quand les gouvernements, les collectivités vont s'emparer d'un problème public et ensuite vont prendre les décisions qui s'imposent. Et donc ce problème public est repris ensuite par d'autres acteurs qui vont se mobiliser. Tout d'abord, les ONG, les organisations non gouvernementales, peuvent lancer des pétitions ou organiser des manifestations pour essayer de convaincre la population. On a également les mouvements citoyens, donc c'est la mobilisation des citoyens. Ils vont eux exiger des actions plus publiques et politiques. Le mouvement de Youth for Climate de Greta Thunberg par exemple, protester contre l'inaction climatique. On a également le rôle des entreprises. Les entreprises ont un rôle important à jouer. Elles peuvent tout d'abord s'opposer à la mise en œuvre de mesures environnementales strictes parce que c'est vu comme des freins à leur compétitivité. Mais les entreprises peuvent également faire beaucoup de publicité sur l'environnement et attention ici au risque de greenwashing. On a également les partis politiques, notamment les partis écologistes, ils contribuent à la mise à l'agenda parce qu'ils vont élaborer des propositions politiques qui vont ensuite être soumises aux électeurs, comme par exemple interdire et stopper le nucléaire en France ou ce qui s'est passé en Allemagne après la catastrophe de Fukushima. On a également d'autres types d'acteurs, les experts. Eux, ils jouent un rôle fondamental pour déterminer les causes de certaines catastrophes naturelles. Ils ont une forte légitimité parce qu'ils ont de nombreuses connaissances, le GIEC par exemple. Et enfin, on a les pouvoirs publics, ils jouent un rôle en fait important et un rôle direct dans la mise en place des différentes politiques publiques environnementales. Ces différents acteurs qui viennent d'être évoqués entretiennent à la fois des relations de coopération et de conflit. Pourquoi conflit? Parce que tous les groupes politiques et tous les groupes ont des intérêts divergents. Certaines ONG vont demander de protéger l'environnement, mais de l'autre côté, ça va nuire à la rentabilité des entreprises. Si on prend l'exemple du glyphosate, les agriculteurs et les industriels voulaient garder cet herbicide, mais les associations environnementales voulaient l'interdire. On a d'autres exemples comme l'autoroute A69 qui est réclamée par les collectivités, mais qui est contesté par les citoyens. On a également les acteurs internationaux peuvent quand même collaborer donc via la coopération. On a l'exemple des COP, donc les conférences des Nations Unies pour le climat, les COP 15, les COP 21 qui ont été signées, qui promettent de tout mettre en place pour contenir la hausse des températures sous les 2 degrés. Là, c'est un exemple précis de coopération entre différents acteurs. Et donc, une fois que tous ces acteurs sont mis d'accord, on va voir que la protection de l'environnement peut être mise à différentes échelles, échelle locale, nationale, européenne et mondiale. Et donc, il faut vraiment essayer de trouver l'échelon le plus pertinent pour que les actions ne soient pas contradictoires. Par exemple, un État peut décider de mettre en place une politique climatique, mais si elle n'est pas reprise par les collectivités, ça ne sera que des promesses perdues. Il faut savoir que tous les États subissent des conséquences environnementales du changement climatique. Un exemple, les incendies en Amazonie ont des répercussions sur quasiment tous les pays de la planète. Donc ici, évidemment, l'échelon international est indispensable pour mettre en place à la fois des structures d'expertise et de négociation. C'est ce qui s'est passé en 1988 avec l'ONU qui a créé le GIEC, qui a vraiment joué un rôle fondamental dans la signature et la coopération pour les différents accords climatiques, que ce soit les accords de Kyoto en 1997 ou encore les accords de Paris en 2015. Mais une fois qu'on a ces promesses des États, il faut qu'on mette en œuvre de manière concrète ces engagements. Donc soit ça peut décider au niveau
européen ou au niveau national. Un exemple, l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves en 2035 a été décidée à l'échelle européenne. Un autre échelon, ça va être les collectivités, les régions, les départements, les communes. Elles peuvent être très bien placées pour, par exemple, décider de la gratuité de transport en commun ou encore de mettre en place les zones de faible émission pour interdire les voitures anciennes de circuler dans certaines villes. Donc une fois qu'on a tous ces échelons, il va être indispensable de les articuler. Donc soit cette articulation peut être descendante, donc la décision va être prise au niveau international et ensuite chaque pays devra respecter des engagements. C'est ce qui s'est passé pour le protocole de Kyoto. Mais l'articulation peut également être ascendante, c'est-à-dire que les propositions vont venir des collectivités, des États et ensuite les sommets internationaux ne vont servir qu'à enregistrer les accords pris. C'est exactement l'exemple des accords de Paris en 2015. Donc dans un second temps, on va voir si les instruments économiques sont efficaces pour faire face aux externalités négatives sur l'environnement. Donc ça, on l'a déjà vu en classe de première sur les défaillances de marché. On va le revoir ici en classe de terminale. Donc en fait, il faut que les pouvoirs publics interviennent pour ce qu'on appelle internaliser les externalités, soit par la contrainte, en obligeant les acteurs à changer de comportement, soit en les incitant. Donc tout d'abord, on va voir la réglementation. La réglementation, c'est quoi? C'est en gros un ensemble de normes, de lois, de directives qui vont contraindre, qui vont obliger les agents économiques à adopter certains comportements et éviter les comportements polluants. On peut par exemple interdire les produits polluants, l'interdiction des gaz de CFC qui dégradaient la couche d'ozone. On peut encadrer les procédés de fabrication, des normes pour l'isolation des bâtiments ou encore on peut fixer des seuils de pollution à ne pas dépasser. La réglementation, elle est super efficace parce qu'on va supprimer rapidement la source d'une nuisance. On l'interdit clairement, elle va être supprimée du jour au lendemain. Un exemple, interdiction de vendre du plastique à usage unique dans les kebaberies ou dans les McDo. En fait, il n'y en a plus. L'inconvénient, évidemment, c'est un coût de contrôle élevé. Ça coûte cher de contrôler pour savoir si la réglementation elle est respectée ou pas. Également, la réglementation va s'appliquer à tous les agents sans distinction. Il y a donc ici un risque d'inéquité, un risque d'injustice pour les ménages modestes qui doivent trouver des substituts aux produits interdits. Si on interdit de se chauffer par exemple au charbon ou au fioul, il faut que les ménages modestes puissent trouver des substituts peu chers, ce qui n'est pas forcément le cas. Également, la réglementation en termes de limites, ça n'incite pas les agents à polluer moins que le seuil réglementaire. Si on vous dit de polluer maximum 100 grammes de CO2 par kilomètre pour les véhicules thermiques, les constructeurs ne seront pas incités à faire des moteurs qui polluent encore moins parce que ça leur coûtera plus cher et ils n'auront aucun avantage. On a une dernière limite, ça peut provoquer un effet rebond. Pourquoi? Les agents économiques vont intensifier l'usage d'un bien économe en énergie, mais au final, la consommation totale de ce bien et donc la pollution totale va augmenter. Donc maintenant, on va voir des instruments monétaires, la taxation et la subvention qui reposent sur des incitations monétaires. Ce n'est pas la contrainte, ce sont des incitations. Donc tout d'abord, la taxation, ça correspond au principe déjà auguré par Arthur Pigou dans les années 1920, donc le pollueur-payeur, ce qu'on appelle une taxe pigouvienne. En fait, ça vise à internaliser les externalités créées par les agents. En gros, on va augmenter le prix des produits polluants pour inciter les agents économiques à se tourner vers des produits, vers des technologies moins polluantes. Un exemple, depuis 10 ans, depuis 2014, on a la taxe carbone ou encore la contribution au climat-énergie qui augmente en fait le prix des achats qui utilisent des énergies fossiles, l'essence ou le fioul, ça coûte plus cher à cause de cette taxe carbone. À l'inverse, dans une subvention, on va inciter les agents économiques à adopter un comportement vertueux grâce à une compensation monétaire. En gros, on va leur filer de l'argent pour avoir un bon comportement. Par exemple, on a le bonus écologique qui va inciter les agents économiques à acheter un véhicule électrique. De l'autre côté, on a un malus, c'est une taxation, un malus automobile qui va inciter les agents économiques à ne pas acheter une voiture polluante. Donc maintenant, on va étudier les avantages de la taxation. On a ce qu'on appelle le double dividende des taxes environnementales. C'est quoi? Il y a deux dividendes, deux avantages. La baisse des émissions de gaz à effet de serre, premier avantage. Et deuxième avantage, comme on a taxé les gens, on augmente les recettes fiscales. Et cette augmentation des recettes fiscales, ça permet soit de baisser d'autres taxes, soit de redistribuer vers les ménages les plus pauvres. Maintenant, en termes d'avantages pour les subventions, en fait, ça va
inciter à produire des innovations vertes. Et peut-être que le marché qui n'existait pas avant, on va créer un marché naissant, ce qui va pouvoir permettre de faire baisser les coûts de production pour le marché des batteries électriques ou des éoliennes par exemple. Il y a quand même des inconvénients à la taxation et à la subvention. Pour la taxation, en fait, évidemment, la taxe, ça peut frapper davantage les ménages les plus modestes, ce qui va soulever un problème de légitimité de la taxe. Si on augmente toujours les taxes pour les plus pauvres, forcément, à un moment, ils vont se rebeller. Et également, si la taxe est adoptée dans un seul pays et n'est pas adoptée à l'étranger, en fait, le pays qui adopte la taxe va baisser en compétitivité, va perdre en compétitivité et ça va créer ici des problèmes également de chômage. En termes de limites pour les subventions, comme vous le savez probablement, ça coûte très cher, ça augmente fortement les dépenses publiques, premier point. Et deuxième point, en fait, il y a un risque que les pouvoirs publics ne subventionnent pas forcément les secteurs les plus pertinents ou qu'ils subventionnent en fait des secteurs qui, quoi qu'il arrive, auraient quand même investi. Donc c'est un petit peu de l'argent public gâché. C'est ce qu'on appelle ici un effet d'aubaine. Et enfin, le dernier point des instruments que possèdent les pouvoirs publics, on va étudier les marchés des quotas d'émissions. Donc, les pouvoirs publics vont fixer un plafond d'émissions de CO2 autorisé par les entreprises et vont distribuer des quotas qui correspondent à ce plafond. En gros, une tonne de CO2 polluée, c'est un quota. Donc, les entreprises qui polluent trop par rapport à leurs quotas qu'elles possèdent, elles doivent acheter des quotas à des entreprises qui, elles, n'ont pas assez pollué et qui vendent des quotas. Et donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc ici, plus le prix s'élève, donc en fonction de l'offre de quota et de la demande de quota, plus ça coûte cher pour polluer, donc plus les entreprises vont être incitées à recourir à des procédés moins polluants. Donc ce marché du carbone, il est mis en place à l'échelle européenne depuis 2005. Il concerne 11 000 installations industrielles qui sont responsables d'à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Donc ici, les marchés de quotas d'émissions vont combiner à la fois la contrainte réglementaire, mais également les incitations monétaires. Parce qu'une entreprise qui a trop pollué, elle doit acheter des quotas à des entreprises qui ont peu pollué. Donc ici, on va inciter les entreprises à moins polluer pour moins acheter de quotas, mais également les entreprises qui n'ont pas beaucoup pollué, on va aussi les inciter à encore moins polluer pour qu'elles puissent en vendre davantage, ce qui sera source de revenus et de hausse de bénéfices pour elles. Donc en termes d'avantages pour le marché des quotas d'émissions, en fait, en fixant un niveau maximum de ce qu'on appelle droit à polluer, en fait, on va obliger les entreprises qui polluent à prendre en compte le coût de la pollution qu'elles génèrent, donc à prendre en compte le coût de leur externalité négative. En point négatif, ça suppose un contrôle très rigoureux et c'est vraiment des coûts de contrôle élevés et c'est très difficilement applicable à de nombreuses petites entreprises ou à tous les ménages européens parce que le coût de contrôle serait tout simplement gigantesque et comment on pourrait établir les sanctions. Et un autre inconvénient, évidemment, c'est que le fonctionnement de ce marché des quotas d'émissions, c'est comme c'est un marché, il fonctionne selon l'offre et la demande. Et donc, si le prix de la tonne de pollution de CO2 n'est pas assez incitatif, les entreprises, donc s'il n'est pas assez élevé, les entreprises ne seront pas du tout incitées à moins polluer. Donc la mise en œuvre de ces instruments, réglementation, taxation, subvention, marché des quotas d'émissions, en fait ça se heurte à ce qu'on appelle des dysfonctionnements de l'action publique. En gros c'est quoi? C'est tout simplement un manque d'efficacité des actions qui sont mises en place. Tout d'abord, comme on a pu le voir, si la taxation et la subvention ne sont pas assez incitatives, en gros si la taxe est trop faible et la subvention trop faible, ça ne va pas orienter les consommateurs, les ménages et les entreprises à adopter des technologies, des décisions moins polluantes. De l'autre côté, si les taxes sont trop élevées, si la réglementation est trop contraignante, elle risque d'être annulée parce que ça va menacer l'emploi et la croissance et donc ça va créer des manifestations. Une autre limite, on a les conflits d'intérêts entre les politiques et les acteurs économiques qui vont faire la pression sur les politiques pour changer de politique, etc. C'est ce qu'on appelle du lobbying. Et enfin, grosse limite, l'action en fait, des pouvoirs publics elle est limitée par le fait que les gouvernements ils veulent être réélus. Du coup, ça va vraiment les inciter à ne pas forcément prendre des décisions qui seraient impopulaires mais nécessaires, comme par exemple supprimer tous les vols en avion ou supprimer toutes les voitures thermiques d'ici 2 ans, ce serait extrêmement impopulaire. Donc maintenant, on va étudier la dernière partie de ce chapitre, notamment les contraintes des négociations internationales pour préserver l'environnement.
On a deux types de contraintes, les stratégies de passagers clandestins et les inégalités de développement. Donc, dans un premier temps, on va étudier les stratégies de passagers clandestins, la première partie d'un de ces trois par exemple. Donc, il faut savoir que l'atmosphère, c'est un bien commun, il n'y a pas d'exclusion parce que tous les pays sont affectés par les émissions de gaz à effet de serre qui luttent contre le réchauffement climatique ou pas. Mais de l'autre côté, il y a une rivalité parce qu'en fait, les émissions de gaz à effet de serre vont détériorer l'atmosphère de tous les pays, même ceux qui émettent peu de CO2. Donc il faut savoir que la conclusion des accords internationaux se heurte en fait au paradoxe d'Olson. Chaque pays va vouloir obtenir les gains d'une action collective sans en supporter les coûts. Donc globalement, chaque pays va vouloir baisser les émissions de CO2, mais il va vouloir que les autres le fassent sans que lui ne mette les politiques en place pour baisser ses émissions de CO2. Un exemple précis, les États-Unis se sont retirés des accords de Paris et donc ils ont adopté cette stratégie, c'est-à-dire ils vont vouloir qu'on diminue les émissions de gaz à effet de serre, mais eux ne veulent pas y contribuer. Ça peut également concerner en fait des pays qui sont restés dans l'accord, mais qui ne mettent pas en place les politiques nécessaires pour protéger l'environnement. Là, c'est la première partie, les stratégies de passagers clandestins des États. Et dans un second temps, on va voir les inégalités et les contraintes liées aux inégalités de développement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pays développés, qu'on appelle les pays industrialisés, sont les premiers qui ont connu la révolution industrielle dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et donc, ils ont une responsabilité très forte dans la concentration des gaz à effet de serre dans le monde. Donc, les pays les plus riches ont ce qu'on appelle une dette climatique envers les pays en développement. Également, les pays les plus riches, les plus développés, ils disposent de nombreuses ressources pour en fait s'adapter aux émissions de gaz à effet de serre, pour s'adapter aux effets négatifs des émissions de gaz à effet de serre. Et les pays les moins développés sont les pays qui risquent d'être le plus frappés par les conséquences du gaz à effet de serre, parce que tout d'abord, ils dépendent davantage des ressources naturelles. Et également, leur population sera plus vulnérable face à des phénomènes qui seraient extrêmes, d'épidémies, famines ou encore la montée des eaux. Donc c'est pour ça que le protocole de Kyoto en 1997 imposait une réduction des émissions de gaz à effet de serre que pour les pays industrialisés. Les accords de Paris en 2015 s'appliquent à tous les pays, mais les pays en développement ont plus de temps pour en fait réduire leurs propres émissions. Et enfin, dernier point, donc la COP29 qui s'est passée en 2024 a promis en fait un fonds d'aide à la transition écologique de 300 milliards de dollars par an qui serait financé par les pays les plus riches à destination des pays les moins développés pour qu'ils puissent construire en fait une économie plus verte. Mais ce fonds ici, pour limiter cette dette climatique, mais ce fonds n'est pas vraiment mis en place actuellement avec tous les pays qui ont des problèmes de dette et de déficit très importants. Donc ce chapitre sur l'environnement combine à la fois économie, sociologie et sciences politiques. N'hésitez pas comme d'hab à revenir en arrière si vous n'avez pas tout compris. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage pour la fin des révisions pour le bac. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous vous abonnez, c'est forcément 5 points de plus sur votre copie finale. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!